Et donc, je te passe la parole, Lisiane. Là aussi, un truc annulé, quoi. Oui. Eh bien, moi, je suis honorée d'animer cette discussion avec Monsieur Quignou et Monsieur, je ne me rappelle plus son nom, ça y est, je l'ai mangé. Jean-Louis Sago du Vorou, mais on le verra tout à l'heure, ouais. D'accord. Voilà. Euh, En plus, c'est un sujet qui me touche, hein, l'islamophobie. Je suis touchée parce que je suis d'une famille, enfin, j'ai une famille métissée. Je ne suis pas moi, on est tous de famille métissée, hein, de toute façon, moi aussi, mais j'ai une famille métissée aujourd'hui. Voilà. Donc, l'islamophobie me touche au plus haut point. Alors, c'est pas Olivier qui va passer en premier, c'est Yvan Quignou. Non, non, Ah, d'accord. voilà. Et donc, Pardon. Yvan, il va nous parler d'autre chose. Il va nous parler des divers visages de l'émancipation. Mais c'est pas grave, Lisiane. Très bien, aussi. J'espère être émancipée. Voilà. Bon, je vais y aller. Oui. Et alors, Oui. pour respecter mon temps de parole, hein, je vais lire mon texte. Hein. Bon, vous connaissez, quand je n'ai pas un temps de parole limité, je peux improviser, mais là, je lirai mon texte, mais je sais lire et donc je lirai comme si j'improvisais. Donc, ça s'intitule « Les divers visages de l'émancipation ». Vous m'entendez bien? Oui? Bon. L'idée d'émancipation, qui renvoie à divers aspects des luttes sociales qu'elle a en quelque sorte animées dans l'histoire, doit être élevée au rang d'un concept politique essentiel, en donnant à ce terme de politique un sens large, bien entendu, hein, et en s'appuyant sur des auteurs importants qui ont su le théoriser, ce concept, au moins implicitement. Et surtout, il faut bien voir d'emblée qu'il n'est pas univoque, qu'il a plusieurs sens, qu'il ne faut pas confondre, car l'exigence d'émancipation se déploie sur divers registres de la vie sociale. Alors, je laisse de côté d'emblée sa signification initiale, mais qu'on a parfois oubliée dans l'Antiquité, où elle désignait le fait pour l'adolescent de se libérer de la tutelle paternelle, ou encore ce qu'on a pu dire, ce qu'a pu en dire à sa manière Spinoza, le philosophe hollandais, quand il a dénoncé la servitude que la religion faisait peser sur les hommes par ses croyances imaginaires ou irrationnelles, lesquelles les entraînaient à se soumettre à des pouvoirs tyranniques tout en se croyant libres. Bon. Voire son lucide et audacieux traité théologico-politique, même si dans ces deux cas, que j'ai indiqué, c'est bien la liberté qui est en jeu, laquelle est au cœur de l'idéal d'émancipation. Émotion et liberté, ça va ensemble. Alors non, je partirai cette fois-ci de l'idée qu'elle possède 4 significations essentielles, présentes chez 2 grands penseurs, Rousseau et Marx, quitte à signaler pour finir son renouvellement contemporain avec des auteurs donc, du XXe siècle. Alors Rousseau d'abord, qui incarne le mieux le siècle des Lumières, il le conclut en quelque sorte ici, et la dimension rigoureusement politique, cette fois-ci de ce concept, au sens étroit, qui vise l'organisation institutionnelle de la société. Confronté à une société monarchique de son temps, hiérarchisée et inégalitaire, où la majorité du peuple était soumise au pouvoir royal, il a su concevoir dans le contrat social un ordre politique rigoureusement inverse, fondé sur la volonté générale, c'est-à-dire la volonté de tous, légiférant librement sur ce que doit être le pouvoir politique et les lois qui l'organisent. Sauf que cette volonté de tous n'est pas la somme des volontés particulières, vu leur antagonisme possible et même inévitable, mais elle est leur synthèse. Chacun devant renoncer à une part de son intérêt individuel pour l'accorder à celui des autres et instaurer l'harmonie sociale. L'égalité du vote citoyen, alors, y est absolument respectée, mais tout autant, car c'est mon sujet ici, la liberté y est activement présente, car en obéissant aux décisions de la volonté générale, Rousseau dit « chacun n'obéit qu'à lui-même » et réalise donc en politique, dans le champ politique, son autonomie qui consiste à se donner la loi de son comportement. C'est ce que signifie le mot autonomie.
On est donc clairement dans une situation idéale d'émancipation, hein, si celle-ci se définit à ce niveau par le fait d'abolir l'aliénation, qui, elle, consiste au niveau strictement politique, dans la soumission de soi à un autre que soi. Or, cette aliénation, remontée à l'Antiquité, hein, avec l'esclavage, on ne s'en souvient pas toujours, hein, justifiée par Aristote, qui est pourtant un grand esprit par ailleurs, qui le considérait comme naturel, du fait de la supériorité native du maître sur l'esclave, selon lui, et confondait, dit Rousseau, hein, plusieurs siècles après, l'effet et la cause. Ce n'est pas l'inégalité naturelle des capacités et des organisations, hein, c'est à l'origine d'une inégalité politique qu'est l'esclavage, mais c'est celle-ci qui crée celle-là. Et si les hommes, les maîtres, sont plus évidents que les esclaves, c'est parce qu'ils sont soumis au travail manuel, tout simplement. Alors, à quoi il ajoute cette remarque importante qui approfondit le concept d'aliénation, mais explique son aggravation dans la réalité et donc la difficulté de s'en émanciper. C'est une phrase célèbre que je trouve magnifique, qui peut s'appliquer ailleurs. Les esclaves perdent tout dans leur faire jusqu'au désir d'en sortir. Affirmation qui vaut pour toute forme d'esclavage et que Marx aurait pu faire sienne. Je signale qu'il a parlé d'un esclavage salarié. Alors, Marx, précisément, justement, hein, dont la conception de l'émancipation va compléter d'une manière, à mon avis, extraordinaire, celle de Rousseau, enfermée, si l'on peut dire, hein, parce que j'admire Rousseau, hein, mais enfermée en quelque sorte dans l'abstraction de la sphère politique, malgré son importance propre, hein, l'importance propre de cette sphère politique. Alors, je commencerai tout simplement par l'exploitation, cette fois-ci, de l'homme par l'homme, car c'est elle qui génère la situation sociale faite aux exploités. Il faut partir de là. Nous sommes à un niveau économique. On n'est pas au plan politique, hein, dont il est le premier à l'avoir analysé d'une manière à la fois, je dirais, scientifique et critique. Donc inspiré par des valeurs morales, même s'il a eu tendance à nier cette dimension normative, mais on ne peut pas séparer d'une certaine manière la politique, hein, et la morale, Rousseau l'avait dit. L'exploitation à ce niveau tient à ce que, dans le cadre de la propriété privée des moyens de production, qui définit le capitalisme, comme dans toutes ses classes d'ailleurs, hein, l'ouvrier qui produit par son travail des richesses, donc de la valeur au sens mercantile du terme, n'en reçoit qu'une faible part, sous la forme de salaire, le reste, ce que Marx appelle la plus-value, étant approprié par le capitaliste sous la forme du profit. Et cette part, hein, que l'ouvrier reçoit, ne correspond en rien à ce dont il aurait besoin pour vivre dignement, mais seulement à ce qu'il lui faut pour reproduire sa force de travail, et pour la dépense de ses moyens d'existence, et du coup revenir produire chaque jour au profit du capitaliste. Or, ce qu'il faut bien comprendre, par-delà cet aspect d'abord financier, hein, de cette situation, c'est déjà la dimension d'aliénation qu'elle comporte, que certains ont récusé. Hein, je pense à un philosophe comme Althusser, par exemple, hein, et qui justifie que son abolition soit bien qualifiée d'émancipation, et pas simplement de fin de l'exploitation. Alors, en plusieurs points, 4 points. Le produit de son travail échappe largement à l'ouvrier, on l'a vu, ce qui veut dire qu'il lui devient autre, devenant la propriété du capitaliste. L'objectivation du travail n'est en rien une manifestation individuelle du travailleur, par opposition à ce qui se passe par exemple dans l'artisanat, dont Marx a pu faire en un sens l'apologie. Elle est une perte pour lui. Elle est une perte pour lui. Elle devient autre, et devenir autre, c'est ça, l'aliénation. Deuxième point, l'ouvrier travaille à l'aide de moyens de production qu'il ne possède pas et qui lui sont étrangers, qu'il ne peut vivre comme siens, comme étant les siens. Deuxième point. Étranger, aliénation. Pire encore, troisième point, l'ouvrier exploité leur est soumis très concrètement. Il n'a
pas la maîtrise de son travail, il n'en a pas la maîtrise du tout, le patron ayant la main mise sur celui-ci, fût-ce à travers, bien entendu, un encadrement qui est à ses ordres. D'où un temps de travail insoutenable, des cadences infernales, que Marx a décrit magnifiquement dans le Capital, une pénibilité par conséquent qui continue aujourd'hui, qui lui sont imposées, non pas par lui, mais par un autre. C'est carrément d'une absence de liberté qu'il s'agit ici, ce qui autorise Marx, j'en ai parlé tout à l'heure, à parler d'esclavage salarié, sans la moindre emphase qui serait injustifiée, parce que ne correspondant pas à la réalité des choses. Enfin, quatrième point, il y a les conséquences catastrophiques, cette fois-ci, sur la personnalité du travailleur au cœur de son travail, mais aussi dans sa vie au dehors, la sienne et celle de sa famille, sur lesquelles je reviendrai, pensons par exemple à la mortalité infantile, à l'espérance de vie, etc., etc. On voit que, à ce seul niveau économique, nous sommes bien en face d'une aliénation multiple, dont la morale, si on la traduit en politique, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, exige que l'homme s'en libère, ou qu'on libère l'homme, qu'il s'en émancipe par une politique révolutionnaire au sens fort et noble de ce terme, qui peut se déployer par des réformes successives, je pense ici à Jean Jaurès, qui donc n'a rien à voir avec la violence avec laquelle on associe ce terme de révolution, et sur laquelle je reviendrai. Une révolution n'est pas nécessairement et intrinsèquement violente. Sur le fond de cette exploitation structurelle donc, dont je viens de parler, et à cause d'elle, alors de multiples effets négatifs vont se produire, cette fois-ci à un niveau proprement social. On quitte l'aspect purement économique et qui vont restreindre la portée possible, pourtant, de la démocratie républicaine selon Rousseau. Vous voyez, au point de tenter certains de qualifier cette démocratie républicaine, inscrite dans les institutions démocratiques, de la qualifier de formelle, c'est-à-dire d'irréelle. Ce que je conteste fortement, voyez, y compris en m'appuyant ici sur l'ouvrage d'un philosophe italien qui s'appelle Della Volpe, dans son livre Rousseau et Marx. Car sa reconnaissance, voyez, sa mise en place officielle et définitive à la fin du XIXe siècle en France, il y a 89, et la démocratie s'installe définitivement à la fin du siècle, mais sans la citoyenneté des femmes, a eu d'abord des conséquences positives partielles qu'on ne saurait nier, y compris au plan économique. Ce que Engels, alors je signale, on oublie cela, avait dû rappeler, figurez-vous, aux sociodémocrates de son temps, parce qu'il discutait avec eux, quand, affirmant que la misère ouvrière augmentait, on était à la fin du XIXe siècle, il leur avait répondu que c'était faux, et que c'était nier les effets des luttes politiques et syndicales sur le statut économique des ouvriers, qui les avaient et qui avaient amélioré ce statut. Et il ajoutait, en sens inverse, que c'est l'incertitude de leur existence avec le chômage qui, elle, s'était accrue, ce qui n'est pas pareil. Ce n'est pas la misère qui s'accroît, c'est l'incertitude de l'existence. Donc on peut réformer le capitalisme. Et dans la même ligne de réflexion, donc il y a eu Jean Jaurès, qui, devenu socialiste ou communiste à la fin du XIXe siècle et surtout au début du XXe siècle, à l'époque, socialiste ou communiste, à l'époque, on ne distinguait pas les deux choses, parce qu'il y a eu la fondation du Parti communiste en 1920, mais avant, il y avait un parti socialiste qui se voulait aussi communiste à sa manière, si vous voulez. Eh bien, il a mis l'accent sur des réformes à portée révolutionnaire. Il appelait ça, d'un terme magnifique, un réformisme révolutionnaire qui devait étendre la démocratie de son plan strictement politique à un plan social, ce à quoi il contribua par son activité politique personnelle de parlementaire. Législation du travail, reconnaissance de la liberté syndicale, création de services publics, promotion de la santé, etc., etc. Sauf que ces réformes sont mises en place au début du XXe siècle quand il était parlementaire, suivies de celles initiées ensuite par le Front populaire en 1936.
par le Conseil national de la résistance, réforme très très importante, hein, auront été pour une part rongées du fait de la propriété capitaliste de la production, voire à la fin du XXe siècle, alors là, il faut le dire très clairement, en raison de la déferlante libérale qui a suivi la fin du système soviétique avec toute la régression qui s'en est suivie dans tous les pays européens. La remise en cause de ces acquis précédents qui ont défini un petit peu aussi ce qu'on appelle les Trente Glorieuses a commencé, et surtout, à aucun moment, il ne s'est agi de porter un regard critique sur les conséquences spécifiquement sociales du capitalisme économique lui-même, surtout lorsqu'on a voulu en restaurer certains de ses aspects les plus nocifs. Les inégalités économiques de classe qu'il comporte ont augmenté, il faut le savoir, dans les couches populaires et dans les couches moyennes, même dans un pays comme l'Allemagne. Et elles affectent aussi considérablement, ces inégalités, l'accès à l'éducation et à la culture. Donc l'accès, j'y tiens énormément, à la réflexion critique chez tous, sans laquelle la liberté de choix politique est entravée, voire concrètement annihilée, malgré sa proclamation officielle. On est déclaré libre, citoyen, mais l'exercice de la citoyenneté est largement empêché. Bourdieu, Pierre Bourdieu, qui est un sociologue que j'admire, a très bien démontré dans le détail l'existence des handicaps socioculturels, c'était son concept, liés à l'influence inégale du milieu, et comment il barre l'accès égalitaire à la promotion sociale, vous voyez, et donc aussi à la liberté politique. Mais tout autant, alors ces handicaps rendent perméable à l'accès égalitaire, à l'influence de l'idéologie dominante au service de la classe dominante que la démocratie républicaine à la Rousseau, malgré son existence juridique incontestable et indispensable, qui n'est pas question de supprimer, ça l'empêche, bien entendu, cette liberté, cette démocratie, d'être effective dans son exercice politique réel. Les hommes ne peuvent être de véritables citoyens libres au même titre que s'ils sont cultivés d'une manière égale et également informés d'une manière égale, ce qui n'est pas le cas. C'est là pour moi une condition sine qua non de la démocratie et donc de l'émancipation politique qui, elle, vous l'aurez remarqué, est hors politique. Hors politique. Car spécifiquement sociale, en même temps qu'intellectuelle, puisqu'elle implique aussi qu'on se livre à une critique de l'idéologie quand elle nous masque le réel. Or, on n'a pas toujours, la grande masse des gens n'ont pas les moyens intellectuels de démythifier et de démystifier l'idéologie qui pèse sur leur conscience. Sans cela, sans ce regard critique, cette libération de l'intelligence critique, qu'est-ce qu'on a? On a l'abstention grandissante, 50% des Français ne votent plus, ou des mouvements ambigus, selon moi, comme celui des Gilets jaunes. Il faut savoir que 50% des Gilets jaunes, selon les sondages que j'ai pu lire, sont prêts à voter Le Pen. Il faut faire attention. Ou d'autres réactions populistes, plus que populaires, c'est pas pareil, qui peuvent faire le lit de pouvoirs autoritaires, pour le moins, à cause du poids de l'idéologie et de l'absence d'esprit critique, d'intelligence critique. À quoi s'ajoute, alors, dans nos sociétés libérales, une marchandisation, cette fois-ci, ahurissante de l'existence, dans de nombreux domaines, qui aliènent les besoins humains, je dis bien qui aliènent les besoins humains, les rend autres, les rend médiocres, et donc les différencie de ce qu'ils pourraient être, et qui distrait cette marchandisation, les êtres humains, de la vie civique où l'on éloigne. À tous ces points de vue, il y a là une forme spécifique, cette fois-ci, de l'aliénation sociale dont il faut se libérer en supprimant, autant que faire se peut, ces causes économiques capitalistes, mais aussi en menant une lutte spécifique contre l'idéologie marchande qui génère ce qu'on pourrait appeler non pas seulement une société mercantile, mais une civilisation mercantile. C'est de notre civilisation dont nous avons besoin et pas simplement d'une autre société. Et des penseurs
critiques, hein, comme Marcuse, Herbert Marcuse, André Gorz, Félix Guattari, l'ont souligné hein, à la fin du XXe siècle, même s'ils ne sont pas allés politiquement jusqu'au bout de leur réflexion anticapitaliste. Enfin, je bois un petit peu d'eau, hein, si vous me permettez. Enfin, dernier point, il y a alors une forme profonde de l'aliénation en régime capitaliste, comme dans toutes les sociétés de classe d'ailleurs, hein, mais là j'insiste sur sa forme capitaliste, à laquelle on n'est pas suffisamment attentif et qui est cette fois anthropologique. Vous voyez, je dis bien anthropologique parce qu'elle va toucher à l'homme et qui existe une émancipation qui lui soit adaptée parce que consciente de ce qu'elle engage ou implique. Car ce que je viens de dire sur le capitalisme suggère tout simplement l'idée que les conditions d'existence qu'il impose aux hommes les mutilent, du bien les mutilent dans leurs capacités et leurs besoins. Alors, pour dire cela, je pars d'une conviction qui est mienne, mais qu'aucune science biologique n'a démenti, à savoir que ceux-ci, ces besoins hein, et ces capacités, sont naturellement équivalents. Alors, je ne dis pas identiques, hein, équivalents. Il s'agit de potentialités en réalité. Ces potentialités qui sont présentes dans tous les hommes définissent une nature humaine universelle, comme l'intelligence, la curiosité culturelle, les goûts et capacités esthétiques, etc. Et Marx en parle d'une manière que je trouve remarquable et très suggestive hein, dans les manuscrits de 1844, auxquels il faudrait parfois revenir. Il est vrai que ceux-ci, ces besoins, ces capacités, bon, sont aussi produits par l'histoire de leur contenu précis, hein, en liaison, par exemple, avec les progrès techniques, hein, les savoir-faire techniques qu'on ne connaissait pas dans l'Antiquité. Mais dans une société de classe, tous les hommes n'ont pas accès au même titre. Hein, pensez à l'accès à l'ordinateur pour les enfants qui sont dans les conditions du confinement. Hein, à l'époque où vous ne pouvez pas aller à l'école et selon les classes sociales, ils ne pouvaient pas tous accéder à l'ordinateur qui leur permettait de communiquer avec leurs enseignants. Les dominants ne peuvent donc souvent actualiser leurs potentialités. Ils sont autres que ce qu'ils pourraient être dans des conditions sociales meilleures, hein, c'est-à-dire qu'ils sont moins ou pires. Ils sont, au sens anthropologique cette fois du terme, aliénés, privés d'une part d'eux-mêmes. Un projet communiste républicain d'émancipation, hein, par-delà les aspects que j'ai déjà indiqués, mais sur leur base, doit leur permettre de se réaliser et d'actualiser le meilleur d'eux-mêmes. Or, ce projet, figurez-vous, il s'est trouvé exprimé dans la dernière période hein, chez quelqu'un comme Tony Andréani, qui est un ami à moi, et chez quelqu'un comme Lucien Sèvres, avec des nuances théoriques sur l'idée de nature humaine, c'est celui-ci, hein, parce qu'il a une vision davantage historiciste de l'être humain. Moi, je pense qu'il faut rétablir l'idée qu'il y a des potentialités naturelles qui définissent une nature humaine potentielle. Et ce projet, figurez-vous, avait déjà été formulé par Jean Jaurès, quand il mettait le socialisme au service d'une expansion de la vie. Il a formulé, lui, expansion de la vie. Et il a été actualisé ou enrichi, comme on voudra, par les penseurs que j'ai déjà cités, hein, et qui se centrent sur la question de l'individualité ou de la subjectivité, qui ne doit pas rester aux marges de la politique. Et quelqu'un comme Guattari vous dira comment une politique d'émancipation, une écologie mentale, qu'il appelle ça, peut permettre aux êtres humains d'enrichir leur sensibilité à un niveau quasiment microscopique. Bref, la pensée critique, voyez-vous, a un champ important de travail devant elle, hein, quand elle s'intéresse à l'émancipation, hein, et qu'elle se donne comme objectif, hein, et ce, contre le conformisme individualiste du libéralisme dominant, qui, en réalité, écrase les individus en prétendant les défendre. Merci. Alors ? Lisiane, tu peux réactiver ton micro. Voilà. Ça y est, voilà. Moi, alors là, je suis en phase complète. Je n'ai rien à contrer, hein, mais j'ai à dire, oui, effectivement, que l'aliénation, elle est sociétale. Et l'émancipation,
enfin, je pense que je fais je fais du redit, là, mais bon. L'émancipation, elle est dans le savoir. Et le savoir passe par le social aussi. Donc, c'est bien compliqué parce que suivant où on a accès à ce savoir ou pas. Après, il faut oser aller vers lui. C'est ce que je fais là. Hein, je vous écoute, enfin, je participe à ces rencontres parce que ça me nourrit l'intellect. et je vois que cette solution pour aller vers une émancipation et une remise en question de tout ce que on a pu avoir, on n'a pas eu la totalité de ce qu'on aurait pu avoir, jamais. Donc, il faut toujours continuer, à mon avis. Voilà, c'est ça peut-être aussi l'idée révolutionnaire du savoir. Je ne sais pas si je suis bien claire dans ce que je dis. Oui, oui, moi je suis entièrement d'accord avec toi, parce que ce que tu es en train de dire, si tu veux, c'est qu'on ne peut pas réduire le processus révolutionnaire d'émancipation, hein, dont tous les communistes réclament, à un processus purement économique. Hein. C'est un processus qui est complexe, qui présente plusieurs niveaux, hein, et dans ces niveaux, il y a le niveau de la prise de conscience, hein, contre les idéologies dominantes, hein, qui nous obscurcissent la réalité et nous empêchent de la voir telle qu'elle est. Et j'en profite pour le dire parce que j'en ai déjà parlé un petit peu dans une conférence précédente, les idées religieuses font partie, hein, de ces idées qui nous masquent le réel. Hein. Quand Marx disait que la religion est le même du peuple, hein, ça voulait dire que c'est une vision des choses compensatoire qui nous fait rêver à un autre monde que celui dans lequel nous vivons et qui nous fait oublier du coup, hein, les conditions dans lesquelles nous vivons. C'est bien pour ça qu'il a dit que la condition préliminaire de toute critique, hein, idéologique, intellectuelle, politique, est la critique des idées religieuses. Et il ne s'en est jamais démarqué de cette idée. Il a toujours poursuivi cette idée-là, puisque dans les manuscrits, pas dans les manuscrits, excusez-moi, mais dans le programme, la critique du programme d'Erfurt, fin, la critique de Erfurt, où il polémique avec les sociodémocrates de son temps, hein, à la fin, il indique que ceux-ci ne sont pas assez clairs sur la question de la laïcité et de la religion, et il dit que cette chose étonnante, que nous, les communistes, nous devons, sans réprimer la religion, ce n'est pas une question de répression, hein, c'est une question d'offensive intellectuelle, ben, nous devons continuer à nous battre intellectuellement pour débarrasser la conscience humaine des fantasmagories religieuses. Alors, du coup, pour revenir à ta question de stratégie, je pense qu'un parti de gauche, communiste a fortiori, doit savoir articuler les différents aspects des choses et se battre sur plusieurs fronts, hein, et ne pas se contenter de se battre sur des revendications qui seraient strictement économiques ou économistes, même si la satisfaction de ces revendications conditionne aussi la satisfaction des autres revendications. Hein. Mais il y a une espèce d'effet en retour, hein, de la conscience sur ce dont elle est l'effet, et l'effet en retour, c'est que la conscience doit aussi agir sur les conditions qui la provoquent, qui la produisent, hein, et qui éventuellement l'aliènent. Hein. Et ça, c'est la fonction d'un authentique parti communiste. Et dans ce cadre-là, je ne sais pas si tu l'as remarqué, moi je tiens absolument à ce que l'on dise que l'analyse que Marx fait du capitalisme n'est pas simplement une analyse scientifique. Et en particulier, il y a une phrase qui est mise en avant bien souvent par des amis à moi, hein, que j'estime par ailleurs, que Lucien Sèvres, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, n'a cessé de mettre en avant. C'est une phrase de l'idéologie allemande où il est dit que le communisme, alors contre les utopies ou les socialistes utopiques de son temps, hein, le communisme n'est pas un idéal sur lequel la réalité devrait se régler ou un modèle de société que l'on devrait créer. Et il ajoute, c'est le mouvement réel qui abolit l'état actuel. Alors là, moi, je ne suis pas d'accord du tout. Hein, parce que d'une part, le mouvement réel qui abolit l'état actuel, on attend qu'il l'abolisse pour l'instant. Il n'a pas aboli. Bon. Deuxièmement, affirmer que cet état va nécessairement, parce que c'est ça que ça veut dire, hein, abolir l'état actuel, c'est avoir une vision ultra nécessitariste de la nécessité historique. Hein, alors que la nécessité historique, elle peut être empêchée, elle peut être modifiée, hein, elle peut être retournée en son contraire.
hein. Donc, il faut savoir que le mouvement de l'histoire, le mouvement objectif de l'histoire, ne peut pas ne pas provoquer entendu des révoltes et des contestations, mais ça ne suffit pas de se confier à ce mouvement objectif pour aller vers une société de type post-capitaliste. Et bon, dont Marx disait qu'elle était la fin de la préhistoire, non pas de l'histoire humaine, mais de la préhistoire. Et alors, ce qu'il faut dire, et ça c'est important, c'est que quand Marx analyse le capitalisme dans les manuscrits, pas dans les manuscrits, dans le manuscrit, la morale est présente, hein, mais quand il analyse le capitalisme dans le Capital, livre 1 et livre 2, incontestablement, il ne se contente pas de procéder à une analyse scientifico-technique du mécanisme de production capitaliste, comme un ingénieur analyserait le fonctionnement d'une machine et dénoncer son dysfonctionnement à un moment donné. Non, il s'intéresse à ce que le capitalisme fait des hommes, parce que le capitalisme, il n'est pas composé de pièces comme une machine, comme le prétendrait par exemple quelqu'un comme André Comte-Sponville, hein, qui dit n'importe quoi sur le capitalisme en prétendant qu'il n'a pas été jugé moralement par l'être humain. Non, le capitalisme, il met en relation non pas des pièces mécaniques, hein, mais des êtres humains, des dominants, des dominés, des exploiteurs et des exploités. C'est une relation sociale. Et elle tombe nécessairement sous le coup d'un jugement normatif, inspiré par des valeurs. Et donc, par conséquent, moi, je trouve que le Capital, c'est un ouvrage qui nous présente une analyse théorico-critique, pas simplement théorique, mais critique aussi du capitalisme. Et je termine en citant deux choses. Quelqu'un qui l'a dit très bien, mieux qu'avant tout le monde, mais dont il faudrait se souvenir, c'est Rousseau dans Les Milles, qui disait que ceux qui veulent distinguer la morale et la politique n'entendront rien ni à l'une ni à l'autre. La morale doit déboucher sur la politique, hein, le respect de la personne humaine, de tous les êtres humains, et la politique doit s'inspirer de la morale et pas simplement d'analyse économique. Hein. Et deuxièmement, ce qui est extraordinaire, c'est que dans son texte de jeunesse, un Marx sur la religion, hein, où la morale est présente, tu vas le voir dans 2 minutes, bon, il fait une exposé critique, là on est dans la critique, hein, du fonctionnement idéologique des religions. Et alors, tiens-toi bien, il développe tout ça d'une manière remarquable. En plus, c'est un texte à la fois poétique et théorique. Il y a un mélange de concepts et d'images, de métaphores, etc. C'est magnifique. Et à la fin de son texte, il a cette proposition qui est la suivante. Il dit « Notre critique de la religion débouche sur, alors tiens-toi bien, sur l'impératif catégorique. Impératif catégorique, c'est un concept moral emprunté à Kant, de supprimer une société, ou d'abolir plutôt les rapports sociaux, une société dans laquelle les hommes sont asservis, humiliés, méprisés, et moi j'ajoute aliénés. Voilà, donc le combat que nous devons mener, c'est aussi un combat sur les valeurs. C'est extraordinaire parce que les conférences se succèdent, elles sont liées. C'est un petit peu la discussion de ce matin. Je suis désolée, mes oiseaux, je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui, là, ils sont énervés, ils veulent discuter aussi. Voilà. Et ce matin, il était question de ça. Là, ça m'a fait perdre le fil de ce que je voulais dire. C'était le point commun. Oui, la morale et la politique. Voilà. La morale et la politique. Et puis, on a eu une discussion il y a quelques jours sur la religion. On y revient aujourd'hui. Et ce matin, c'est traité de laïcité. Et moi, j'ai envie de dire que l'émancipation, il faut qu'on ait une laïcité de notre émancipation. Voilà. Parce que de la même façon, là, l'autre jour, je vous disais que moi, pour moi, la foi religieuse n'est pas opposable au savoir et à la raison. Il n'est pas opposable. De la même façon que chacun reste dans son coin, quoi. Là où il y a un gros problème, c'est quand la religion, elle s'immisce. Elle s'immisce juste là. Oui, j'entends, mais là l'image se bloque. Hein. L'image s'est bloquée. Votre connexion Internet est instable. Ça peut m'arriver, ça, oui. Bon. Voilà, oui, ce que je voulais dire, c'est ça. Continue à parler, l'important, c'est la parole.
Oui, vous ne me voyez plus alors. Bon, Moi, je te vois, je te vois. bon, ça va. Oui. Oui, voilà. Mais ce que je pense, c'est que cette laïcité, elle déborde aussi dans l'émancipation. C'est-à-dire Absolument. que les choses bien claires. Moi, je suis complètement en accord avec cette aliénation par le climat. Là, moi, vraiment, je suis en phase. Mais pour autant, effectivement, bon, d'ailleurs, bon, vous m'avez dit, il faut bien sûr respecter la foi des gens. Le problème, c'est que la religion dogmatique, elle s'y met dedans, bien sûr, parce que c'est la meilleure arme du capitalisme et du pouvoir. Donc, ben, il faut lui river son clou, quoi. Mais après, pour donner le savoir aux gens, pour leur offrir ce savoir que n'offre pas forcément la société, mieux qu'ailleurs, il faut bien le reconnaître, mais enfin quand même. Moi, je suis de ces victimes sociétales de l'éducation. On ne m'a pas permis d'études parce que j'étais une fille, parce que mon milieu, ça ne se faisait pas comme ça. Ça m'a donné une colère pour ma vie, pour la vie, là. Mais comment, c'est ça, enfin, je me demande comment commencer. Parce que, effectivement, moi je suis d'accord, une société communiste doit penser à ça, mais pour arriver à cette société communiste, il faut qu'il y ait des penseurs, beaucoup de gens qui pensent. Voilà, ça ne suffit pas qu'il y ait un mouvement, comme par exemple les Gilets jaunes, il faut qu'à l'intérieur, il y ait des penseurs. Alors, par où commencer? D'accord. Alors, moi, je vais simplement insister sur un point que tu as indiqué, qui me paraît tout à fait exact, et une distinction que je vais faire, parce que tu as parlé de foi à propos de la laïcité. Le respect, la laïcité, dans son fonctionnement réel, doit respecter effectivement la foi. Mais alors, le problème que pose la religion, ce n'est pas pour moi le problème de la foi. Pour être très honnête, j'en avais peut-être déjà parlé dans une précédente vidéoconférence, je suis moi athée au sens privatif, sans Dieu. C'est pas pareil que d'être athée au sens dogmatique, être contre Dieu et nier l'existence de Dieu. Bon, il y a eu une forme de matérialisme qui a été diffusée et popularisée en quelque sorte en URSS à l'époque du stalinisme, qui était un matérialisme athée au sens positif, qui faisait de la matière, de la nature dont l'homme est issu, une réalité éternelle et incréée. Bon. Alors, cet athéisme-là, bien entendu, s'en prenait au nom d'une émancipation. Au nom d'une émancipation, s'en prenait à la religion sous toutes ses formes. Alors moi, je crois qu'il faut distinguer dans la religion deux choses très importantes. Je crois l'avoir déjà dit plus ou moins, mais je le rappelle, la religion, c'est une croyance, c'est une foi. C'est aussi un ensemble de croyances à l'égard d'une transcendance qui réunit un certain nombre d'hommes, et donc des dogmes. Il y a des dogmes. Quand on croit en quelque chose. C'est une communauté de croyants, réunis par les mêmes croyances, sauf qu'il y a des communautés, il n'y en a pas qu'une. Bon. Et dernièrement, ce sont aussi des églises, des appareils de pouvoir ecclésiastiques. Bon. Une critique émancipatrice de la religion, permise par la laïcité, il faut le savoir. On a le droit de critiquer les religions comme les religieux ont le droit de critiquer l'athéisme. Là, on est dans la conviction personnelle, si vous voulez. Bon, mais les religions, dans leurs aspects dogmatiques, les doctrines qu'elles énoncent, dans leur fonctionnement communautaire et dans les églises qui les ont animées, dirigées, encadrées pendant des siècles et des siècles, ont été des facteurs d'aliénation à la fois politique, sociale et intellectuelle. C'est quand même les religions qui ont réprimé les acquis scientifiques, les ont interdits, les ont disqualifiés, avec Galilée qui rompait avec le géocentrisme, avec Darwin qui nous démontre que les espèces ne sont pas créées en 6 jours par Dieu, mais qu'elles découlent les unes des autres. Et il a fallu attendre, c'est scientifiquement prouvé, et il a fallu attendre la fin du XXe siècle, avec le pape Jean-Paul II, en 1996, pour qu'il accepte enfin de reconnaître que le darwinisme, disait-il prudemment,
était plus qu'une hypothèse. Hein, sous-entendu, c'est une réalité. Mais il en excluait l'esprit de l'homme. Alors, ça veut dire donc que les religions, par ailleurs, dans leur doctrine, cette fois-ci sociale, pas simplement leur rapport aux sciences, hein, n'ont cessé de sanctifier les pouvoirs en place. Le monarque de droit divin, ça a existé. Hein, et je te signale que Rousseau, à la fin de son discours sur les fondements et l'inégalité parmi les hommes, il s'en prend au droit divin qui sanctifie les inégalités et qui les justifie aux yeux de ceux qui en sont victimes. Donc, ça veut bien dire que cette dimension-là, tu vois, sociale, dogmatique de la religion doit être critiquée. Et puis, il y a aussi, alors tout simplement, l'appui qu'elles ont apporté au pire régime politique, c'est-à-dire elles ont contribué à désémanciper les hommes, si je puis dire, à désémanciper, à les maintenir dans l'aliénation qui était la leur. Il faut savoir que Franco, l'origine de Franco, c'était un régime catholique. Salazar, c'est un régime catholique. Comment te dire, la Grèce, des colonels, hein, elle a entretenu la religion orthodoxe là-bas. Pinochet, a été mis en place par les Américains, mais il a conservé totalement la religion catholique. Hein, et on s'est battu au Brésil, et même au Chili, contre ce qu'on appelle la théologie de la libération. Parce qu'il y a aussi dans la religion, il peut y avoir des éléments émancipateurs. Hein, mais ces éléments émancipateurs ont été littéralement brisés par les autorités politiques, hein, qui n'ont cessé d'être dans un accord politique, de pouvoir à pouvoir, entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Hein. Donc, ça veut bien dire, tu vois, que la bataille contre la religion doit se placer sur le terrain de la religion, mais pas sur le terrain de la foi subjective. Chacun a le droit d'avoir une option métaphysique personnelle. Hein, on peut croire que la nature est incréée, on peut croire qu'elle est créée. Hein, on peut s'abstenir de prendre position parce qu'on n'a pas les moyens de prendre position sur le plan d'une argumentation rationnelle ou scientifique, c'est mon cas. Mais ça ne veut pas dire, je te le dis, et je pense que nombre de communistes qui se réclament du christianisme vont peut-être sensibles à ce que je veux dire, on peut être sensible soi-même, même quand on est matérialiste et marxiste comme je le suis, à l'interrogation métaphysique. Le monde, disait Wittgenstein, qui est un philosophe contemporain, disait d'une manière remarquable, il n'y a pas d'énigme dans le monde, contrairement à ce que pensent les croyants souvent. Hein. On ne peut pas comprendre ça, on ne peut pas comprendre ça. Non, il n'y a pas d'énigme dans le monde est offert à la connaissance scientifique et donc à son élucidation rationnelle. Mais par contre, personne ne peut nier, ou alors, il n'est pas sensible à cette interrogation, ce qui est son droit, il y a une énigme du monde et de son sens. Il y a une énigme du monde. Hein. Et moi, à titre personnel, j'étais croyant dans ma jeunesse. Hein. Après, j'ai abandonné la croyance. Comme je dis, j'ai cru croire. Mais ça ne m'empêche pas qu'à l'âge que j'ai, il m'arrive de me poser des questions sur l'origine ultime, la fin ultime et le sens du monde, sans pouvoir y répondre, mais je suis interpellé. Et je ne suis pas idiot, sous prétexte que je suis interpellé pour cela, ni aliéné. Non, bien sûr. Mais est-ce qu'on pourrait dire alors que de la même façon qu'il faut se réapproprier le savoir et qu'il faut s'émanciper de l'aliénation sociétale, est-ce qu'on peut dire aussi qu'il faut se réapproprier la spiritualité? Parce que moi, je suis d'accord avec tout ça. Je suis tout à fait d'accord avec tout ça. Et c'est vrai que j'ai besoin de cette échelle spirituelle, mais que je décortique, que j'enlève, que je fais mienne, même si j'aime aller dans les églises, parce que ça fait un lien avec la conférence qui suit. J'ai un ami musulman qui m'a dit ça un jour, mais comment ça, t'es agnostique, toi? Ben, j'ai dit oui. Moi, je suis un peu une athée inversée, je crois en tout, en fait, tant qu'on m'a pas, surtout ce qui n'est pas expliqué. Et il m'a dit, mais comment, tu as beaucoup de meubles et tu n'as pas de maison? J'ai trouvé cette phrase superbe. Et c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien retrouver ma famille chrétienne pour être avec eux, mais pour autant, ma spiritualité à moi n'est pas la leur. Je l'ai extirpée de là.
Ce qu'on m'a inculqué enfant à grands coups de catéchisme, je m'en suis sortie de ça. J'en ai fait une autre, la mienne. Voilà. Et qui n'a rien à voir avec le dogme et qui surtout n'a rien à voir avec un projet de société, surtout pas. D'accord. Très bien. Voilà. Alors, je réponds en fermant. Voilà. Attends, je ferme le. Voilà. C'était l'appareil de téléphone qui sonnait à côté. Voilà. Alors, je suis entièrement d'accord. Il y a 2 points importants que tu as soulevés, auxquels je vais répondre, et en précisant les choses, mais en me situant un peu dans ta perspective. Hein. Et ça me paraît important, non seulement pour nous deux qui parlons là, mais à tous ceux qui oui. la lumière de l'émancipation humaine. Bon, l'aliénation. Alors, ce qui caractérise l'aliénation, je ne l'ai peut-être pas suffisamment souligné, mais je l'ai suggéré à travers une formule de Rousseau, à savoir que les esclaves perdent tout dans leur fer, y compris le désir d'en sortir. Ce qui caractérise l'aliénation dans son aspect intellectuel, mais aspect intellectuel articulé à son aspect humain, hein, social, économique, etc. C'est que le propre de l'aliénation, parce qu'elle est victime d'un conditionnement idéologique, c'est de s'ignorer elle-même. On ne peut pas être aliéné et savoir qu'on l'est. Le comble de l'aliénation, c'est précisément le fait que l'homme est autre que ce qu'il pourrait être, mais il ne le sait pas. Et il n'éprouve même pas le besoin de s'en sortir de son aliénation, parce qu'il agit comme un destin. Hein, et les idéologies religieuses, mais pas seulement religieuses, hein, prends l'idéologie libérale telle qu'elle règne aux États-Unis avec un penseur comme Hayek, Friedrich Hayek, pensons à quelqu'un qui s'appelle Macron, il faut le dire. Macron a écrit un livre qui s'appelle Révolution. Bon, moi j'ai écrit un livre sur ce bouquin pour le critiquer, et je pars du principe qu'il faudrait l'appeler non pas révolution, mais contre-révolution. Voilà. Et il se trouve que Macron a une vision de l'homme et de la société qui repose sur l'individu, sur la liberté de l'individu, non déterminée par le conditionnement social. C'est un sujet substantiel, libre, autonome, etc., soumis à une concurrence avec les autres. Hein, et dans le cas de cette concurrence, ben, c'est les meilleurs qui vont gagner grâce à leur mérite, hein, naturel, bien entendu, et les moins bons, ben, ils vont perdre, voilà, etc. Ben, ce discours, c'est un discours d'aliénation, au sens actif du terme. C'est-à-dire qu'il rend les hommes responsables du sort que la société leur fait. Et précisément, ce discours-là, il est intériorisé par beaucoup de gens. Hein, en tant que professeur de philosophie, moi je parlais de Marx dans mes cours, j'en parlais tellement, pas tellement, mais j'en parlais à ce point, disons, que je me suis fait ce livre pour le plaisir, parce que c'est aussi les conditions culturelles de l'aliénation contemporaine. Je me suis fait inspecter, alors que j'étais capétien, agrégé, etc., tout, 5 fois en 8 ans, sous la droite. Il faut le faire quand même. Hein, et les inspecteurs venaient vérifier si j'étais laïque, hein, respectueux de la liberté de chacun. Bon, eh bien, il se trouve qu'ils étaient ravis. Et donc, du coup, je n'ai jamais eu de sanction hein, pour qu'une. Par contre, on n'avait pas pu avoir de carte préparatoire. Et j'ai eu une carte préparatoire quand la gauche est arrivée au pouvoir, brusquement, Yvon Quignou devenait digne d'une carte préparatoire. Voilà, bon, une carte préparatoire. Bref, tout ça pour te dire que le fait de parler, toi de Marx, à mes élèves, avait pour effet qu'ils me regardaient parfois les yeux grands ouverts, s'apercevant que la réalité n'était pas du tout celle dont on leur parlait dans ce département le plus à droite de France, qui est la Vendée, avec l'Alsace, et où la religion catholique à la Philippe de Villiers est omniprésente. Alors ils étaient là un peu surpris, et ça m'a fait une réputation de professeur marxiste un petit peu inquiétant quand même. Hein. En fait, je n'étais pas inquiétant, parce que mes élèves n'étaient pas inquiétés, ils découvraient les choses, et ils étaient complètement stupéfaits, et même parfois soulagés. Je faisais acte de... J'étais un facteur de prise de conscience, si tu veux voir. Eh bien, cette prise de conscience, elle doit se mener hein, à l'aide d'une bataille idéologique et intellectuelle. Hein. C'est pour ça que l'école doit mener un travail d'élucidation des choses, en philosophie en particulier, mais pas seulement. Hein. Et ce travail d'élucidation, ça suppose bien entendu qu'on recourt aux sciences humaines hein, et aux penseurs qui ont pensé les choses à la lumière des sciences sociales. Il faut savoir, on le sait mais on ne le dit pas assez, que sous Macron à nouveau,
c'est vraiment quelqu'un, c'est un huluberlu, Macron, hein, c'est un grand rhéteur qui trompe les gens et qui change de cheville comme de chemise. D'ailleurs. Il se trouve que Macron, on l'oublie, on ne le sait pas, moi je le sais parce que je suis prof de philo, et j'ai été confronté à cette information il y a à peu près un an. Il a été question de changer le programme de philosophie dans une perspective absolument hallucinante qui revenait à se situer dans la perspective de l'enseignement du 19e siècle quand Victor Duruy se vantait qu'il n'y ait pas un seul matérialiste dans l'enseignement public. L'enseignement public, le programme en philo se terminait par nos devoirs envers la famille, la patrie et Dieu. Ça, c'est un enseignement qui est aliénant. Tu es d'accord avec moi, hein, et les gens l'ont complètement intégré. Bon, eh bien, les gens qui entouraient Macron ont proposé à Macron, alors, Castaner, je ne sais pas s'il était à l'époque ministre de l'Éducation nationale, je ne me souviens plus, c'est il y a 2 ans, il a proposé un programme qui commençait par la métaphysique et par Dieu. Alors que dans tout programme digne de ce nom, on termine par la métaphysique et la question de Dieu. C'est normal, il le faut, mais on ne commence pas par là quand même. Bon, on ne va pas mettre le programme de philosophie sous le parfum de l'encens religieux. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Et deuxièmement, 2 auteurs fondamentaux dont le travail intellectuel est émancipateur sur des tas de plans, y compris sur un plan psychologique, c'est Marx et Freud avaient été supprimés des auteurs qu'on pouvait étudier dans la perspective de l'oral du baccalauréat. Marx et Freud. Quand on sait les sons Marx, c'est évident, mais Freud, c'est aussi quelqu'un qui fait un travail de conviction des êtres humains concernant les maux psychologiques dont ils souffrent, qu'il les mutile, hein, tout autant que les conditions sociales, peut-être mutilé par son enfance, hein, par son rapport à ses parents. Et donc, il y a une aliénation psychologique qui est liée à la souffrance mentale. Hein. Eh bien, Freud, qui est un facteur d'émancipation psychologique fondamentale, avait été supprimé du programme. Donc, ça a déclenché une bagarre invraisemblable parmi les profs de philo, et finalement, on est revenu en arrière, on est revenu à une liste d'émissions par ordre alphabétique. Le problème était réglé. Voilà. Hein, donc, tout ça pour te dire ce que tu dis. Pour te confirmer dans l'importance qu'il y a à mener une bataille culturelle, si tu veux, hein, qui donc porte pas simplement, qui porte non pas sur la foi, rien, hein, mais sur le fonctionnement global de l'idéologie à travers, entre autres, la religion, mais pas seulement. La spiritualité dont tu parles, moi ça m'intéresse que tu me parles de spiritualité parce que je ne suis pas spiritualiste, si tu veux, hein, du tout. Je suis matérialiste, donc pour moi, la pensée c'est une fonction du corps et je suis en train de travailler actuellement à un ouvrage sur la critique de l'idéalisme philosophique et je suis en train de relire, parce que vous avez lu étant jeune, un penseur dont tu connais peut-être le nom, qui s'appelle Berkeley, qui était évêque, et qui soutient des thèses, tiens-toi bien, sur l'esprit humain, absolument délirantes, et sur le monde extérieur. Voilà un homme qui prétend qu'il n'y a pas de monde extérieur, il n'y a pas de matière. Tu es une idée, une sensation, parce que je te vois. Et je suis une idée, une sensation, parce que tu me perçois. Donc, il y a des perceptions. Et ces perceptions sont organisées par Dieu, bien entendu. Tu vois, bon. Eh bien, si la spiritualité, c'est la thèse qu'il y a un esprit coupé du corps, le corps n'existe pas pour lui, hein, bon, et un esprit qui diffuse des valeurs chrétiennes, uniquement chrétiennes, accompagné chez lui par une apologie de l'esclavage, figure-toi, que j'ai appris aujourd'hui, hein, voilà, tiré, tiens-toi bien, de la dernière épître de la Bible. Depuis son nom en tête, je l'ai voir tout à l'heure. Hein. Vous devez, les esclaves, les subordonnés doivent obéir à leur maître. Non pas parce qu'ils doivent, mais pour ne pas susciter la colère de Dieu. Bon, ben, des choses comme ça, tu vois, si la spiritualité, c'est ça, je n'en suis pas. Par contre, moi non plus. Par contre, moi, je traduirai ton besoin de spiritualité, c'est-à-dire les valeurs autres que celles du corps.
hein, les valeurs autres que celles de la consommation mercantile. Alors oui, il y a des valeurs spirituelles, et pour rien de cacher, je suis en train de relire les mémoires intérieures de Mauriac, c'est bien que je puisse t'en parler encore pendant 2-3 minutes, c'est un texte magnifique, hein, où Mauriac se révèle, ça va te plaire, un chrétien socialiste ou un socialiste d'origine chrétienne. Bon, et il raconte d'une manière extrêmement profonde toute une masse spirituelle. Il raconte comment il a admiré l'autocritique, pas l'autocritique, excuse-moi, l'autobiographie de Trotsky, il l'admire. Et il est capable de dire, lui, Mauriac, qui est réputé comme catholique, c'était un catholique progressiste, et il est capable de dire cette chose extraordinaire, que Trotsky, il le met au niveau de certains grands écrivains comme Tolstoï, bon, hein, et deuxièmement, il dit, si on avait écouté Trotsky, dans sa critique de Staline, on n'en serait pas là, et l'espérance en faveur du communisme ne serait pas abandonnée par la conscience collective. Mauriac, tu vois. Donc, il peut y avoir un spiritualisme chrétien de nature morale, hein, et à ce moment-là, moi j'adhère complètement. Moi je dirais, j'associerais à ce moment-là la spiritualité, la morale, non pas le moralisme, hein, mais la morale, et l'humanisme. Il y a une spiritualité. Oui, l'humanisme est un beau mot. C'est un bon mot, hein, qui peut réconcilier tout le monde, croyant et incroyant. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mauriac, c'est quelqu'un de très, très méconnu, hein, de toute très façon. Méconnu, très méconnu. Ah, mais c'est extraordinaire. Très, très méconnu. Un catholique comme ça, s'en prend aussi d'ailleurs, je le dis, il s'en prend aussi d'ailleurs au Pascal des Provençal, qui culpabilisait l'homme à l'excès, tu vois. Et il dit non, l'homme, c'était un janséniste, hein, il disait l'homme n'est pas aussi coupable de ce qu'il est, de ce qu'il fait, que le prétend quelqu'un comme Pascal en tant que janséniste. Voilà, hein. Il faut aussi une religion catholique qui soit plus humaine. Voilà. Complètement, mais oui, lui, il a été de tous les combats à Mauriac. On ne le dit pas assez. Il a été contre la torture en Algérie. Il a été il a soutenu tous les combats, toutes les minorités. Voilà. Moi, je me posais une question. Il y a quelques années, de ça peut-être même quelques décennies, il avait été question de philosophie à l'école primaire. Oui. Ça avait été enterré, ce projet. Et moi, je trouve que ça serait bien. Apprendre aux enfants à penser par eux-mêmes, apprendre ça. Mais ça a été abandonné. Je crois que ça fait un peu peur, oui aussi. Ça fait un peu peur, ça. Est-ce que tu te souviens de ça? Absolument, complètement. Alors là, dans les années 90. Oui, il y a eu ça. Et puis aussi l'idée d'introduire avec quelqu'un comme un penseur à la mode, là, dont le nom m'échappe à l'instant, d'introduire à ce moment-là, via d'ailleurs ce que préconisait le Collège international de philosophie, il s'agissait aussi d'introduire la philosophie en première, là je suis d'accord. Hein. Mon fils, qui est prof de philo, prépare la philosophie de terminale en première avec des élèves. Hein. Moi, je ne pouvais pas le faire à l'époque parce qu'il n'existait pas. Hein. Mais il y a eu aussi l'idée d'introduire la philosophie dès la 6e. Alors, dès la 6e, je veux bien, à l'école primaire, moi je pense que c'est sous-estimer quand même la difficulté des concepts philosophiques que de prétendre que les enfants bien sûr, peuvent les assimiler. Voilà, c'est un point de vue personnel. Il faudrait l'expérimenter. Il faudrait l'expérimenter. L'adapter aussi. Et l'adapter, hein, et voir ce que ça donne. Oui. Voilà. Moi, je suis un peu gênée parce que je profite de cette discussion avec toi toute seule là. Je me régale, hein, mais bon. On est quand même dans l'émancipation. Hein. Ah, on est dans l'émancipation. Ce que je vous propose là, c'est de prendre 2 minutes pour respirer, hein, le temps que... et puis ensuite, on va reprendre son souffle et puis on va continuer avec Olivier. D'accord. Et moi, je vais dire à ma femme de venir parce que